Mesdames, Messieurs, depuis 35 jours, depuis le déclenchement de la guerre de Gaza, on continue à recevoir les experts pour collecter les constats, les lectures, les appréciations. Mais surtout, il ne faut pas oublier toujours de dénoncer le nombre de victimes civiles. Après 35 jours, on a plus de 11 000 victimes civiles et surtout 4 500 enfants qui ont été tués par Israël. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Maître Gilles Diver. Maître Gilles Diver, c'est un avocat au barreau de Lyon. Aussi, c'est un maître de conférence à la faculté de droit Lyon 3. Maître Gilles Diver, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de notre plateforme d'information associative internationale de Genève. C'est un honneur pour nous. Merci à vous. C'est un plaisir de pouvoir partager cette opportunité d'échanger sur ces sujets si compliqués. Merci beaucoup. Maître Gilles Diver, vous faites partie d'un collectif des avocats qui a déposé le 9 de ce mois une plainte pour génocide et crimes de guerre contre Israël auprès de la Cour pénale internationale. Quelle a été votre motivation de déposer cette plainte? Bien, écoutez, avec un certain nombre d'amis avocats, nous suivons de très près les affaires palestiniennes depuis maintenant 15 ans et on a connu plusieurs opérations militaires avec donc une certaine manière de procéder et des équipes avec lesquelles nous travaillons qui sont sur place à Gaza. Donc j'ai presque dire qu'hélas que c'était presque de la routine. Et puis, quand on voit les événements, quand on regarde l'ampleur inédite des destructions, leur caractère systématique et les déclarations des responsables politiques, là, notre attention est attirée parce qu'on se dit on est passé à autre chose. Et cette autre chose fait que on passe, on quitte ce qui est déjà très grave, c'est-à-dire les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, pour entrer dans la volonté de détruire une société, de détruire un peuple. Et il y a une définition juridique et beaucoup de jurisprudence, et c'est celle de génocide. Donc, quand on rentre sur cette analyse, on réfléchit, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a une convention sur la prévention et la sanction du génocide, donc la prévention est quelque chose qui est essentiel, d'où l'idée d'agir dès que l'on peut, avec deux buts. Le premier, c'est de dire, nous, comme professionnels du droit, et avec tous les clients des associations, les ONG qui nous motivent, qui nous saisissent, eh bien, nous voyons qu'il y a une qualification possible de génocide et qui était avec beaucoup d'éléments qui sont là. Donc, c'est une manière de dire les choses face à ce qu'il faut bien considérer comme un océan de propagande. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire peut-être ça sera utile et on le souhaite vivement parce que dans la prévention de génocide, il y a l'idée d'une réaction rapide, de prendre à témoin toutes les institutions, tous les États, on va dire poursuivre dans cette ligne et toute mesure qui peut intervenir pour limiter ce drame effroyable est bienvenue. Voilà. Donc, on a rédigé un premier projet de plainte devant la Cour pénale internationale. Donc, on va certainement en parler plus en détail maintenant. Cette plainte a rencontré un vif écho parce que votre interrogation à vous-même, comme à tout le monde, comme observateur, c'est de dire qu'est-ce que l'on peut faire? Ben voilà, il y a quelque chose à faire, à dire premièrement, voilà ce que c'est que le droit, et deuxièmement, on ne laisse pas les Palestiniens seuls. Donc la démarche a eu un grand écho dans les associations et ONG, vu qu'il y en a 120 qui nous ont réunis, qui sont réunis à nous en quelques jours, avec des petites associations de quartier et puis de très grosses fédérations internationales. Donc vraiment une très forte représentation, c'est dicté par personne. Et puis du point de vue des avocats, ben, également dans le même délai très court d'une dizaine de jours, 300 avocats, 320 pour être exact, qui viennent absolument de tous les continents, de toutes les expériences, de tous les pays et qui disent simplement, en tant que professionnel du droit, eh bien, je ne peux pas laisser faire. Voilà. Donc, la plainte avait de l'impact. Elle a été prise en compte par la Cour, vu on a pu obtenir un rendez-vous très rapide quand on connaît le fonctionnement des juridictions internationales, avec cette réunion avec le Bureau des victimes qui était le 7 novembre, ce qui nous permet
de poursuivre avec la saisine du procureur de la Cour pénale internationale, qui lui-même a fait des déclarations, des États depuis ont bougé. Bref, il y a un mouvement qui est en cause. Voilà. Mais je dirais que le message fondamental est de dire aux Palestiniens, quand tant de pseudo-soutien en fait vous abandonne, eh bien simplement nous allons faire notre droit, nous allons faire notre devoir, nous allons rester fidèles et très combatifs. Donc, il y a maintenant une armée de 300 avocats. Il y en aura bientôt 3000 s'il le faut. Il y aura des délégations dans tous les pays et tout le monde a un seul but, le respect du droit du peuple palestinien. Vous savez, Maître Divers, que jusqu'à aujourd'hui, Israël a bénéficié depuis plus de 60 ans d'une sorte d'impunité qui trouvait ses fondements d'une protection politique institutionnelle, surtout américaine et occidentale. Est-ce que, d'après vous, Israël, malgré ses crimes affreux, va continuer de bénéficier de cette impunité protectrice malgré les efforts que vous avez déployés, malgré la dénonciation de la société civile et malgré aussi la doctrine doctrine courageuse de l'ancienne procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, qui a euh, euh, fondé cette possibilité de suivre Israël pour des crimes de guerre auprès de la Cour pénale internationale. Vous savez, la première saisine de la Cour pénale internationale, que je l'ai signée en janvier 2009. Donc en 2023, j'ai le recul et vraiment tout a changé. En 2009, il fallait convaincre tout le monde et beaucoup de gens ne savaient même pas que cette cour existait. Maintenant, quel est le tableau? Le tableau est que la cour, elle est entrée dans le paysage. Chacun connaît cette cour pénale internationale et surtout, la recevabilité, elle est plus discutable. Tous les jours, il y a encore cette annonce avec des gens qui paraissent très, très décidés pour dire, ah, mais la Cour ne peut rien faire parce qu'Israël ne l'a pas reconnu. Mais c'est entièrement faux, il faut partir de ça. Je peux vous dire que jeudi, quand nous étions en réunion à la Cour pénale, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé une minute de savoir s'il y avait une compétence de la Cour, parce que c'est tranché, c'est jugé. Et c'est jugé par un arrêt de la Cour pénale internationale du 5 février 2021 qui a jugé beaucoup de choses. Elle a d'abord dit que la Palestine était un État. Vous connaissez beaucoup de juridictions dans le monde qui ont dit que la Palestine est un État. Voilà, il y en a une, c'est la Cour pénale internationale. Donc c'est une très bonne juridiction pour les Palestiniens d'emblée. Et ça nous permet de dire aux Palestiniens, il y Surtout, a un merci, endroit. merci Oui, infiniment, Maître. Permettez-moi de soulever ces points parce que des observateurs pro-israéliens ont confirmé que votre plan contienne un vice de procédure concernant d'abord la rectification de la Convention de Rome par Israël. En plus de ça, l'arène de l'autorité palestinienne, puisque Palestine, l'État palestinien est signataire de la Convention, mais qui ne règne pas sur Gaza. Merci infiniment d'avoir provoqué ça. Oui. voilà, ça c'est absolument tranché. D'ailleurs, on va mettre en place un site internet pour diffuser de la bonne information, tellement il y a une propagande intenable sur ce plan. Et on sait très bien pourquoi il y a ces attaques sur la Cour en disant qu'elle est incompétente, que c'est pas recevable, que ceci ou que cela. C'est parce que les agresseurs ont peur de la Cour pénale internationale. Ils la redoutent parce qu'ils savent qu'elle est au contraire très efficace et qu'elle marche bien. Donc ça a été jugé. C'est pas une décision du procureur, c'est une décision des juges de la Cour. Et vous savez que dans un tribunal, on distingue le procureur qui accuse et les juges qui tranchent. C'est une décision des juges de la Cour pénale internationale à trois qui ont dit la Palestine est un État et qui ont dit cet État est souverain sur, écoutez bien, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Donc là, elle dit parce que je me situe dans la situation telle qu'elle est maintenant. Et donc, deuxième question que je pose, est-ce qu'il y a beaucoup de juridictions internationales qui ont dit que Jérusalem-Est était une terre palestinienne?
Il n'y en a qu'une, c'est la Cour pénale internationale, ce qui montre la force de son raisonnement, et ce qui veut dire que quand on fera le procès en colonisation de Jérusalem, il est pratiquement, on peut dire, gagné d'avance, vu la Cour a déjà reconnu qu'elle était compétente au nom de la souveraineté palestinienne. Donc tout ça, c'est très fort. Et le troisième point, c'était de dire qu'effectivement, il y avait des éléments criminels et qui justifiaient une enquête, et donc Mme Bensouda, la procureure, au mois de mars 2021, a ouvert une enquête. Alors ensuite, elle a quitté son poste et puis c'est le procureur actuel, M. Kahn, qui a pris la suite, le temps qu'il fasse un peu le tour des événements. Il a, vu qu'il n'y avait pas encore d'équipe, vu qu'il fallait créer cette enquête, il a constitué une équipe qui s'occupe de la Palestine. Il y a donc une équipe qui s'occupe de la Palestine au bureau du procureur. Ensuite, il bute sur un problème qui est un problème que tous les avocats de droit international connaissent bien, c'est-à-dire que ceux qui dominent le monde voudraient que tout passe par les organismes du business, du commerce, du pétrole, des affaires, de la banque, de l'assurance, etc. Et que ce qui est le droit, c'est-à-dire le droit fondamental, la capacité de dire le droit, passe en relais, passe en seconde zone. Donc, on crée des instances internationales parce qu'on est bien obligé de le faire vis-à-vis de l'opinion, puis pour le discours, etc. Mais par contre, on les sous-finance. Il y a des budgets qui sont ridicules. Les budgets sont extrêmement faibles. Et ensuite, on dit, bah, vous voyez bien que le droit est inefficace, vous voyez bien que la justice internationale est inefficace. Mais elle est inefficace simplement parce qu'on lui donne des budgets qui sont ridiculement faibles. Donc, lors de ce qui fait que le procureur disait, je ferai bien une enquête sur la Palestine, mais j'ai pas le budget. Et à la suite de la démarche que l'on a fait la semaine dernière et de la possibilité qui nous est donnée de nous exprimer, on a lancé un appel aux États pour dire, vous voulez faire quelque chose de concret vis-à-vis des Palestiniens, eh bien, financez cette enquête. Et cet appel a été immédiatement entendu, vu qu'un premier État, qui est la Belgique, a annoncé qu'elle versait 5 millions de dollars pour financer l'enquête, et l'Espagne a dit qu'elle ferait sans doute de même. Donc le deuxième argument l'argument du procureur qui était de dire je n'ai pas les budgets pour faire l'enquête, il tombe. Vous voyez, ce sont donc des progrès qui sont Aucune, tout à fait aucune, importants. oui, aucune réaction, je pense, de la part des pays arabes, hein, dont le souci principal, c'est la sécurité d'Israël, comme l'Émiratie ou l'Égypte ou l'Arabie saoudite. Écoutez, on entre là sur une question qui est à la limite de la diplomatie, de la politique. Donc moi, j'ai ma petite opinion là-dessus, mais je n'ai pas à l'exprimer. Je m'exprime en tant qu'avocat. Ce que Oui, je constate, c'est que tout le monde dit que la Cour pénale, elle pourrait faire beaucoup plus, peut-être, mais en attendant, je mesure, et ça c'est du juridique, qu'il n'y a que 4 États du monde arabo-musulman qui ont ratifié le traité, qui c'est la Palestine d'abord, mais également la Tunisie, les Comores et la Jordanie. Bon, donc, si moi je suis le bureau le procureur, je vous dis, ben, vous me demandez de faire beaucoup de choses, mais vous n'avez pas commencé par le minimum, c'est d'adhérer au statut. C'est pour ça que la démarche de la société civile dont on a pris l'initiative et qui regroupe donc très largement les avocats, et je peux vous dire que ce réseau d'avocats, c'est le plus important qu'il y ait jamais eu sur une cause internationale, 300 avocats avec des bâtonniers, des gens très expérimentés en quelques jours, et on va le structurer. Eh bien, je ne dis pas qu'on prend le relais des États, mais simplement, on joue un rôle complémentaire, quelque chose qui manquait. Voilà. Et donc, quand vous posiez tout à l'heure la question en disant, mais il y a eu beaucoup d'impunité pour Israël, le droit n'a jamais marché. Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est que les règles de droit étaient sensiblement les mêmes, l'autodétermination des peuples, le droit au retour, etc. Mais il n'y avait pas de juridiction pour les appliquer. Donc, la discussion elle se faisait à l'ONU devant des instances qui sont uniquement politiques. Et on voit ce que ça donne avec l'impunité complète qui est organisée au Conseil de sécurité par les vétos des États-Unis, qui votent même des vétos sur des cessez-le-feu pour cause humanitaire. Voilà. Donc, on voyait comment ça marche. La règle, elle est bonne, mais c'est le jeu politique qui bloque. Bon, la nouveauté que l'on a depuis maintenant 15 ou 20 ans, c'est qu'on a des procédés de justice internationale qui n'existaient pas auparavant. On va souvent mettre en avant l'exemple de Sabra et Shatila en disant qu'il ne s'est rien passé à l'époque. Mais il n'y avait pas de Cour pénale internationale à l'époque. Maintenant, il y en a une. Ça marche. Et donc, quand les bombes tombent sur Gaza, 10 jours après, vous avez une équipe d'avocats qui est dans le bureau du procureur et on commence à parler du vrai problème de fond, vu que maintenant le financement est pratiquement réglé, c'est comment réunir les preuves
comment travailler, comment faire pour la Cour quand il y a 2 millions de victimes, parce qu'il y a bien 2 millions de victimes, en dehors des morts et des blessés graves, comment constituer les dossiers quand les gens ont dû quitter leur logement, qu'on est en transfert forcé de population sous la menace des armes, et les gens n'ont même plus de papier d'identité, plus de téléphone pour qu'on puisse les joindre, ils ont une priorité, c'est de sauver leur vie parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui si demain ils seront toujours là, tellement les bombardements sont arbitraires. Donc on travaille sur ces modalités-là, mais ceux qui pensent que la Cour pénale internationale c'est quelque chose de décoratif, il faut vite qu'ils reviennent sur leur jugement. Juste un petit mot aussi sur ce plan du réalisme, c'est l'inculpation de génocide que l'on demande. D'emblée, on m'oppose l'argument en disant mais le génocide, c'est la destruction de masse des populations. Et on me donne l'exemple du génocide de juifs. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'invente. Et imaginez bien que je n'aurais pas rédigé une plainte en amenant 300 avocats, dont un bon nombre de bâtonniers de grands responsables du barreau, sur une plainte qui ne tiendrait pas la route. Bon, on est quand même des gens responsables. Et dans le génocide, il y a celui de destruction de masse physique, les morts, mais il y a également la destruction de la société, c'est-à-dire une destruction sociale pour faire éclater un mode de vie social. Et ce génocide par destruction du milieu social, elle est prévue par les textes de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Elle est également prévue par la Convention sur la prévention et la sanction du génocide, qui est signée par tous les pays de la planète. Et surtout, elle est structurée par la jurisprudence. Il y a de nombreux arrêts qui ont été rendus pour dire comment on attaque le génocide, ce génocide de destruction d'un groupe de population. Et je vous donne deux références qui sont connues de tout le monde. La première, c'est Srebrenica. Srebrenica a été jugé par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie comme un génocide avec plusieurs responsables qui ont été condamnés à des lourdes peines de prison. Et à Srebrenica, il y avait eu 8000 morts. Je dis bien, le chiffre était de 8000 morts à Srebrenica. Nous sommes déjà au-dessus. La deuxième référence, c'est l'affaire des Rohingyas, ou pour les Rohingyas, c'est la Cour internationale de justice qui s'est prononcée, c'est le dernier arrêt, et il est très motivé en droit, et il tient quoi comme élément? Il dit c'est la destruction d'un groupe social. Comment on le mesure? Il dit sur les preuves, je tiens compte, parce qu'il n'y a pas d'enquêteur sur place pour voir ce qui se arriver. Il dit je tiens compte des rapports de l'ONU, je tiens compte du travail de la presse, je tiens compte des images qui nous viennent directement par les habitants ou par les ONG. Ça, ce sont des preuves valables. On a le cas en Palestine. Deuxième chose, il dit quels sont les critères matériels. Les critères matériels, c'est la privation de l'électricité, c'est la privation de l'eau, c'est la raréfaction de la nourriture avec le sentiment de créer même un état de famine, c'est la destruction des maisons, c'est le transfert forcé de population. Ce sont les violences qui étaient moindres pour les Rohingyas que ces bombardements entiers et qui menacent 2,4 millions, 2,3 millions de personnes. Alors ça, c'est les éléments matériels jugés pour les Rohingyas que l'on a entièrement pour la Palestine. Et ensuite, il faut une intention spéciale. Et cette intention, elle se traduit comme la volonté, l'annonce de changer la structure d'un peuple, de rendre impossible la vie telle qu'elle était auparavant, et un discours déshumanisant. Bon, qui est-ce qui a traité les Palestiniens d'animaux? Mais c'est bien le ministre de la Défense d'Israël qui a lancé l'opération. Et il est dit très clairement que c'est une Nakba bis, qu'il faut les expulser, que ça n'y aura plus rien auparavant, qu'ils vont perdre tout dans leur rythme de vie. Donc on est vraiment dans les critères de la jurisprudence. Et moi, je prends date, notamment face aux pays occidentaux qui ne veulent pas dire les choses. Ils ont des services juridiques. S'ils n'ont pas les services juridiques, ils peuvent nous contacter. On a fait une étude de 350 pages sur ce qu'est le génocide en droit international. On peut la remettre à qui la demande cette étude? Eh bien, ils verront très clairement que les critères sont réunis et cette capacité à se rendre aveugle quand il s'agit des agressions qui sont celles des alliés, alors que l'on va stigmatiser quand c'est une partie qui n'est pas alliée, c'est tout simplement insupportable. Donc, en bout de course, on leur dit, excusez-nous, mais nous, on a un petit peu de connaissances juridiques. On a un petit peu les yeux ouverts. On a un petit peu un cerveau qui marche encore. Donc, si vous ne voulez pas dire, nous, on dit. C'est un génocide au sens de du traité international et de la jurisprudence, et vous payerez cher en termes d'opinion, en termes de destruction de vos propres sociétés,
si vous ne remettez pas les pieds sur terre en disant on se désolidarise totalement de cette attaque israélienne qui est un massacre des populations civiles au point tel que c'est un génocide sous nos yeux. Oui. Est-ce que, maître, permettez-moi, est-ce qu'il y a la possibilité aussi de suivre, je m'excuse, les complices, hein, parce que Israël, pour commettre ce génocide, il a été soutenu par les États-Unis sur terrain, par les renseignements, par l'armement et tout. Il a été soutenu par la Grande-Bretagne. Aussi, le soutien, on parle aussi euh, dans l'opinion publique internationale, arabe et musulmane, aussi le soutien direct et indirect de la gouvernement française. Hein, on n'arrive jamais à trouver une justification morale pour la présence de la présidente du Parlement français à côté des soldats israéliens. C'est une permission pour tuer, pour liquider la population et les enfants palestiniens. Est-ce qu'il y a cette possibilité de suivre aussi finalement la complicité? La complicité, elle est prévue par le statut de la Cour pénale et elle joue pour ce qu'on appelle la fourniture de moyens. Donc, quand l'armée israélienne, sous ordre du gouvernement, lance cette grande et très coûteuse opération militaire et que le président Biden fait une déclaration et obtient un vote du Parlement pour une subvention de 13 milliards de dollars d'armement, bah, il est clair que la question de la complicité, elle est posée. Je dirais simplement qu'elle n'est pas notre priorité à ce jour, parce que la priorité, c'est de donner une visibilité à ce qui arrive sur le plan du droit pénal, de dire que non seulement c'est inacceptable moralement, mais que juridiquement, ce sont des crimes et que les auteurs devront répondre devant la justice, et donc d'amener le procureur à mettre les moyens sur cette enquête et à dire qu'il va s'en préoccuper, à lancer des mandats d'arrêt comme il a pu le faire dans d'autres dossiers, et aux leaders de l'opinion occidentale d'ouvrir les yeux et de dire que, passé un certain degré, leur soutien à la politique annexionniste d'Israël bute sur une réalité. Cette réalité, c'est la violation du droit. Je m'excuse, ma dernière question. Maître Gilles Divers, avec tout mon respect pour votre personne, vous étiez durant toute votre carrière hein, un avocat engagé, un avocat militant. Vous n'êtes pas un avocat de caviar, je m'excuse, hein, je me permets. Et maintenant, vous êtes le cible de beaucoup d'attaques, de détectage antisémite, soi-disant, etc., etc. Comment vous faites, comment vous faites pour résister, maître? Je fais mon travail selon les études que j'ai faites, l'apprentissage que j'ai reçu de mes maîtres et le serment que j'ai prêté. Nous ne faisons pas de politique, nous ne faisons pas de religion, nous ne faisons pas de diplomatie, nous faisons notre métier. Et comme je l'évoquais l'autre jour auprès des jeunes avocats qui venaient nous rejoindre, je leur disais, mais plus c'est compliqué, plus il faut revenir vers les bases du métier. Et les bases du métier, c'est que on étudie d'abord les faits et on prend le recul nécessaire pour ne pas s'enflammer, pour pas être partisan et de se dire entre ce qu'on pense et puis les faits, il y a la question de la preuve. Donc, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une démarche modeste, mais c'est celle des avocats. On ne parle que des faits qui sont prouvés. La deuxième chose, c'est ensuite de faire son travail en disant, est-ce qu'il y a des règles de droit? Non pas ma philosophie, non pas ma pensée, l'idée que je peux avoir du sionisme, l'idée que je peux avoir de la résistance, l'idée que je peux avoir. Ça, c'est intéressant, mais faites des livres, c'est très bien. Soyez politistes, c'est très utile. Nous, c'est les textes et la jurisprudence. On est des méthodiques, voilà. Et donc sur le génocide, je sais pas moi qui ai fait la jurisprudence, et c'est pas la résistance palestinienne qui a écrit le statut de Rome. Nous faisons avec un droit qui a été largement édicté et imposé à des peuples qui n'y ont pas participé. Donc on les fait
ensuite le droit, et puis avec modestie, mais avec une détermination, eh bien, vous faites tout ce qu'il faut pour défendre les droits des personnes. Voilà, c'est notre déontologie et on restera là, c'est-à-dire qu'on n'accuse pas, c'est le procureur qui accuse, on ne juge pas, ce sont les juges qui jugeront, mais notre rôle d'avocat, c'est d'analyser les situations et de les porter devant les juges en faisant passer un message de conviction et surtout en disant à la personne qui est victime, vous n'êtes pas seul, on a compris ce qui se passe et on va faire tout ce que l'on peut pour être entendu et la preuve, c'est que l'on est déjà bien entendu. Merci infiniment. C'est un honneur de vous recevoir, Maître Gilles Divers. J'aimerais bien signaler quelque chose pour nos téléspectateurs que j'ai insisté concernant pour l'éclairage de donner la priorité à l'image qui se trouve derrière moi. Euh, un simple solidarité avec les victimes, avec l'enfance tuée à Gaza. Merci infiniment. J'aimerais bien signaler qu'on recevra prochainement le 21 janvier Maître Gilles Divers à Genève pour témoignage concernant le génocide à Gaza. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Merci. Au revoir. Merci à vous, merci pour votre attention. Merci. Merci. Au revoir.